il y avait c'est complexe, donc je pense pas qu'il y a une seule et unique raison, mais une des raisons pour laquelle moi, que je trouve intéressant, c'est l'idée qu'on a de plus en plus besoin de la contribution de l'humain rend l'entreprise plus compétitive maintenant qu'elle le faisait au début de l'industrialisation. Au début de l'industrialisation, lorsque tu avais la technologie, tu battais tous tes concurrents. La technologie était très difficile à acquérir ou très chère. C'est pour ça qu'on arrivait avec le monde capitaliste. Quand tu détenais le capital, tu pouvais acquérir la technologie. Puis tu avais une machine qui produisait 3000 pantalons à l'heure, alors que l'artisan, lui, il ne produisait pas 3000 pantalons à l'heure. Donc, la machine, tu peux être bête avec elle, tu peux l'éteindre 3 semaines, tu la rallumes, elle va être très heureuse, tu peux lui donner un coup de pied quand tu n'es pas content, elle ne prendra pas personnel. Donc, une machine, ça se gère on-off, puis c'était des ingénieurs qui faisaient à l'époque toutes les stratégies, hein, quand on prend la failleule, tout ça, c'était tout là, Taylors et tout ça, c'était tous des ingénieurs qui géraient les organisations parce que c'était la machine, c'est la technologie qui est importante. Aujourd'hui, la technologie, elle est hyper accessible. Donc, ce qui va permettre à une organisation de se démarquer sur le marché d'une autre organisation, ben, c'est l'innovation, la capacité de créer, c'est l'humain qui va faire en sorte. BlackBerry n'avait pas Steve Jobs comme individu pour être capable de se démarquer du marché. Et l'être humain, ben, lui, si tu lui parles pas pendant 3 semaines, il va être beaucoup plus bête. On a beaucoup plus de compétitivité sur le marché. Les travailleurs peuvent quitter plus facilement une organisation, s'en aller ailleurs. Donc, tout ça pour dire que on n'arrive pas à l'éthique parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on est plus altruisme, plus gentil qu'on l'était dans l'époque. On arrive à un monde où l'impact des parties prenantes sur l'organisation, sur la capacité de l'organisation de tirer son épingle du jeu sur le marché est beaucoup plus importante. Et les parties prenantes, bien, ils ont besoin d'avoir le goût de travailler dans une organisation puis que ça fasse sens ce qu'ils font. Donc, ben, maintenant, l'organisation a besoin d'avoir un système de valeurs sur lequel elle peut tabler pour être capable d'amener ces différents acteurs-là de collaborer. Moi, j'ajouterais peut-être aussi une dimension d'économie de réputation dans laquelle Oui. nous évoluons, les entreprises, l'importance de la réputation des entreprises. Et j'ajouterais que certaines dérives, hein, que ce soit Enron, Norbourg, on peut en nommer vraiment plusieurs, ont aussi amené dans l'espace public des débats, des questionnements et aussi de l'indignation, faut-il le dire, hein, dans ces dérives. Alors, je crois que les entreprises ne peuvent pas, elles peuvent le faire, mais si elles ignorent les aspects éthiques hein, dans la façon dont ils mènent les affaires, bien, tôt ou tard, je crois qu'il va y avoir des écueils, des échecs et ça va se matérialiser par un risque qui deviendra financier cette fois-là. Et une fois que la marque est entachée, c'est vraiment difficile de remonter la pente. Alors, je le prendrais aussi en complément de professeur Séguin parce l'aspect de l'importance de la réputation qui fait que les entreprises doivent se soucier de l'éthique. Professeur Marceau? Je suis tout à fait d'accord avec mes collègues. Je peux vous donner, là, peut-être plus personnellement, ça fait une vingtaine d'années que je suis le domaine de l'éthique, que je me forme, que j'interviens. Et moi, j'y vois clairement une augmentation de l'intérêt pour l'éthique, de la place de l'éthique en organisation, tant publique que privée, que l'on pense à la création des postes de conseillers en éthique. Bon, récemment, j'étais au Protecteur du citoyen, ils ont embauché une ressource à temps plein depuis 1 an et demi pour aider à réfléchir les questions éthiques, tant dans les services, mais aussi d'éthique organisationnelle. Et là, la liste pourrait être longue. Donc, je pense qu'il y a une prise de conscience que on vit dans un monde complexe. Effectivement, pour rester compétitif, c'est peut-être plus les mêmes paramètres que 50 ans. Hein. Alors, d'avoir des personnes à l'interne ou des consultants qui peuvent aiguiller sur les enjeux de l'éthique organisationnelle en éthique professionnelle et également dans les offres de services, ça peut être, je pense, très bénéfique. Et tout ça est corrélé aussi depuis quelques années avec un renforcement de la dimension éthique pour les membres des ordres professionnels. Donc, on n'est plus juste sur le volet de la déontologie, mais aussi de l'éthique. Parce que finalement, on s'est rendu compte que simplement des normes, ben, il faut les interpréter, il faut les faire vivre, il faut apprécier des situations. Et ça, la déontologie, elle est insuffisante. Hein, et c'est tout le travail, c'est un de mes projets de recherche, même des
des juges qui doivent interpréter des lois, les apprécier concrètement en situation. Mais là, il y a vraiment une dimension éthique qui va venir compléter la déontologie. Et dans cette recherche de sens de l'agir, ben, l'éthique est très présente. Alors, je pense que tous ces facteurs-là font en sorte que l'éthique est plus présente. Est-ce qu'on peut souhaiter que c'est une tendance qui se maintienne? Ben, tout à fait, mais je pense que c'est tout de même fragile. On l'a dit au début, je pense, c'était Madame Plante, je me trompe pas, là, en début de séance, que ça va beaucoup dépendre de la direction du CA. Et tout à fait. Et ça, ben, je pense qu'il faut se méfier un peu parce qu'il s'agit qu'on remplace la personne à la direction ou les personnes. Et là, tous les efforts qu'on avait mis depuis 10 ans en éthique, là, je ne veux pas faire des raccourcis faciles, mais on le voit, là, tu sais, les notions de DI, comment elles ont disparu comme par magie. Je pense qu'il faut toujours se dire, ben, c'est toujours fragile. Ce ne sera pas un service de comptabilité ou un service de ressources humaines, mais l'éthique peut clairement être là pour mieux éclairer l'agir dans les organisations, puis mérite encore d'être connu et reconnu. J'avais du coup, et je me permettais pour nos conférenciers, et je piège un peu mes animateurs, mais une deuxième petite sous-question. Est-ce que cet appétit pour l'éthique, vous le voyez de manière différente pour ce qui est peut-être du domaine privé et du domaine public? Est-ce que ça se manifeste de la même manière? Est-ce qu'on a plus du côté public parce qu'on est dans le public? Est-ce qu'on a plus du côté privé au contraire ou moins? Voilà, juste entre privé et public, puisqu'Emmanuel, parfois tu soulèves bien différences publiques-privées. D'ailleurs, ça pourrait être également un bel événement à lui tout ça. Mais je serais juste curieux de vous entendre peut-être de manière, c'est simplement une sous-question sur cette petite distinction. Merci d'ailleurs, Emmanuel, de l'avoir introduit. Je ne sais pas qui veut se lancer. Peut-être Il n'y a au pas de public, piège. est-ce plus encadré? Je me pose la question. Je n'ai pas fouillé honnêtement cet aspect-là. Je n'ai pas de données particulières, mais je m'interroge à savoir est-ce qu'au public, est-ce que c'est davantage intégré dans les structures au niveau des organisations publiques? Euh, Par rapport au privé, quoique au privé, je crois que quand même, comme professeur Marceau le mentionnait, je pense qu'il y a des progrès, mais ce serait peut-être les seules observations là, que je pourrais donner sur cette sous-question. Moi, je suis pas juste professeur, hein, j'ai une entreprise qui accompagne des organisations. On a accompagné des entreprises privées, on a accompagné des coopératives, des entreprises de l'économie sociale, on a accompagné également des municipalités. Donc, ça, sur le plan, c'est à peu près, je vous dirais, il n'y a pas nécessairement de distinction relativement à l'appétit. L'appétit, elle est là. Ce qui va être différent, c'est les moyens qui sont mis en place. Ce qui va être différent, c'est comment je vous dirais, les types d'enjeux qui vont être rencontrés, qui vont être différents. Il n'en demeure pas moins que ce que j'observe encore aujourd'hui, c'est que l'éthique est encore désincarnée. C'est-à-dire que on est encore, puis là, je ramènerai, excusez, je suis prof, hein, fait que des fois, je ramène avec des théories, là, mais la théorie la culture organisationnelle de Chêne. C'est quand il dit en tant que tel que tout changement culturel commence par un énoncé de valeur, un énoncé de principe en tant que tel, et que cet énoncé de principe-là peut arriver en débat avec d'autres types de principes qui préexistent dans l'organisation, puis qui ont amené l'organisation, dans son historique, à avoir du succès. Donc, c'est très dur d'arriver et de dire, ben, nous, on est très compétitif, très X, très Y. Puis là, tu arrives avec des valeurs et des principes éthiques. Là, tu veux l'entrer. Alors, tu as toujours des porteurs de dossiers dans chacune des organisations que j'ai intervenues qui y adhèrent et tout ça. Mais ces porteurs de dossiers-là, ils doivent entrer en compétition avec tout un système de valeurs qui sont d'autres valeurs que des valeurs éthiques, parce qu'une valeur, en fond, c'est à quoi on accorde de l'importance dans l'organisation, il faut préciser. Et là, on est encore à du discours. Donc, tu vas avoir, vous parliez tantôt, tu vas avoir un CEO qui va arriver et qui va dire c'est important que tu intègres et tout ça, mais quand tu vas aller analyser les stratégies de ressources humaines, quand tu vas aller analyser les politiques de rémunération incitative, quand tu vas aller analyser les contrôles internes qui sont impliqués à l'intérieur, c'est pas incarné, c'est pas encore incarné, c'est pas encore là. C'est pour ça que je reviens souvent peut-être avec la petite Maxine, quand tu fais de la gestion de risque et que tu établis ça, ce risque-là, mais là, après ça, il faut que tu trouves des moyens pour l'atténuer parce que tu veux un risque résiduel qui soit correct. Et c'est là qu'à un moment donné, tant et aussi longtemps que
c'est pas quelqu'un qui soit comme euh, la personne qui s'occupe, et je veux pas faire en plus de misogynie, on a toujours ça souvent aux femmes en tant que telles, c'est comme c'est quelque chose de beau, mais les décisions, ils se prennent à l'équipe de direction. Puis quand on arrive avec ça, ça percute pas à l'équipe de direction. Alors, il faut trouver un moyen que ça percute sur l'équipe de direction. Puis la seule façon que ça percute, c'est de leur dire, ben, ta mission, tu seras pas capable de la réaliser si jamais tu ne l'introduis pas. Euh, et je trouve qu'on est encore au niveau du discours, on n'est pas encore au niveau vraiment de revoir l'ensemble des pratiques de reconnaissance ou de conformité à l'interne pour s'assurer d'avoir un risque résiduel ou d'avoir atténué adéquatement les différents risques éthiques. Et si je peux me permettre, ce que vous dites, professeur Séguin, je trouve ça important au niveau des valeurs parce que les valeurs diffusées peuvent être certaines valeurs, alors que les valeurs réellement vécues dans l'organisation ne sont pas les mêmes. Donc, ça fait une belle vitrine, mais derrière la vitrine, c'est pas toujours ce qui est dans la vitrine. Alors ça, je trouve ça important quand même. Une anecdote que j'avais vécue, on m'avait demandé à un moment donné de former une organisation pour qu'on soit sur des valeurs puis donner l'importance au niveau de ces valeurs-là. Et pendant la discussion avant la formation, il parlait d'une nouvelle recrue qui venait d'avoir l'équipe de direction. Il vantait tous ses talents, mais ça n'avait aucun rapport avec les valeurs qu'on allait promouvoir. Puis ils ont dit à la fin, tout ce qui nous reste à faire avec cette personne-là, c'est de l'amener à adhérer à ces valeurs-là. Mais je dis, mais pourquoi vous l'embauchez? Je dis, c'est comme si vous me disiez donner de l'importance à ces valeurs, mais quand vous recrutez, est-ce que c'est un bon vendeur? Est-ce que c'est quelqu'un qui va réussir? Mais l'intégrité ne fait pas partie de ce qui va faire en sorte. Alors, un employé qui est dans l'organisation, elle va avoir du succès, elle va avoir des promotions, elle veut réussir, ben, on va lui dire sois éthique, mais de l'autre côté, ta rémunération incitative, ton évaluation de rendement, tout ça porte sur combien tu as fait de ventes, combien tu as rencontré. Donc, c'est là que quand je dis que c'est désincarné, ça ne percute pas encore. Ils n'ont pas assez de peur encore. La cohérence organisationnelle. Tout à fait. Ben, si je peux me permettre, peut-être en deux temps. Premièrement, la question, est-ce qu'il y a une distinction entre le privé et le public? Ben, peut-être qu'on peut se dire, et c'est une hypothèse, mais plus spontanément ou naturellement, dans le secteur public, compte tenu que c'est des fonds publics, compte tenu qu'on est quand même animé par une mission de bien commun, de recherche, bon, d'égalité, qu'on a des valeurs démocratiques qui animent souvent nos institutions publiques, ben, peut-être que ça s'est posé plus rapidement. On peut penser au secteur de la santé qui ont institué dont des postes de conseillers en éthique il y a plus de 25 ans là, par l'entremise de loi. Donc, on peut dire qu'il y a peut-être des liens plus naturels, mais je pense qu'il faut quand même pas perdre de vue, puis c'est ce que mes collègues discutaient, là, ce fameux phénomène de l'éthique de vitrine, c'est-à-dire ce que j'appelle comme ça, où tu sais, ouais, tu sais, oui, c'est très vertueux, mais finalement, on fait tout son contraire, où tu sais, on adopte un énoncé ou un cadre de référence en éthique, puis c'est suffisant, puis on continue à faire nos choses comme si rien n'était. Donc, je pense que c'est extrêmement exigeant en termes d'efforts de vigilance pour une organisation, qu'elle soit publique ou privée, de véritablement mettre en place une culture qui adhère à des principes de l'éthique, puisque je pense, professeur Séguin, dans ses réponses, là, mais tu sais, ça devient transversal. C'est pas juste l'énoncé de mission puis de valeur, mais ça va venir percoler dans même la décision excusez-moi, j'ai le terme qui me vient, là, le board of director, le conseil de directeurs qui vont justement avoir à gérer là, au quotidien ou de façon hebdomadaire l'entreprise. Donc, c'est un souci constant. Et ça, je pense que la plupart des organisations, ben, ça va être vacillant, hein, selon les périodes, selon les ressources, peut-être aussi selon, pour reprendre ce que vous dites, la peur ou la crainte de, là, oups, on va adhérer un petit peu plus, mettre un peu plus l'éthique de l'avant. Donc voilà, alors je pense qu'il peut y avoir une distinction, bien que même en organisation privée, pour des raisons que j'ai évoquées, mais qu'on pourrait aussi compléter avec des enjeux environnementaux, des préoccupations sociales qui de plus en plus aussi vont faire en sorte que les entreprises vont être sensibilisées à ces enjeux-là et vont être soit tenues par loi ou par population de s'y attarder. Alors voilà.
Je rajouterais, puis je suis tout à fait d'accord avec Emmanuel, je rajouterais pas d'être aussi longtemps qu'on va considérer l'éthique comme un acte altruiste, mais qu'on ne considérera pas l'éthique comme étant un moyen important pour réaliser nos ambitions. Ben, quand on va avoir à choisir dans des temps qui sont difficiles, très compétitifs, entre respecter une règle ou penser qu'on va être plus compétitif, c'est qu'on n'anticipe pas les impacts réputationnels, on les sous-estime. On traite le risque comme étant un risque réputationnel. Ça n'existe pas un risque réputationnel, c'est un impact réputationnel d'un geste qu'on va poser. Donc, si on fait un conflit d'intérêts, si on ne respecte pas les lois du lobby, il y a un impact réputationnel qui va arriver. Et tant et aussi longtemps que les dirigeants d'organisations, que ce soit privées, publiques, que ce soit entreprises collectives, capteront pas que l'impact réputationnel peut être désastreux, parlez-en à l'Office de la consultation publique de Montréal, on va considérer qu'agir éthiquement, c'est de mettre de côté mes ambitions pour le bien-être collectif et ben, je m'excuse, là, je vais le faire quand j'aurai le temps, quand j'aurai les moyens. Puis, donc, c'est pour ça qu'on a de la difficulté des fois. Donc, pour la prochaine question, il y a déjà certains éléments qui ont été abordés. Donc, je vais ajouter une sous-question, mais en fait, comment assurer la pérennité de cet appétit pour l'éthique? Est-ce qu'il y a des outils dont on a parlé de gestion de risque? Et moi, j'ajouterais, en fait, est-ce que l'entreprise à mission, c'est une avenue qui pourrait être envisageable d'un point de vue juridique? Donc, peut-être je commencerai avec vous, Maître Plante. Une entreprise à mission, oui, c'est une avenue, mais ce ne sont pas toutes les entreprises qui sont des entreprises à mission. Je crois qu'il y en a de plus en plus, mais que c'est encore émergent selon mon point de vue. Je crois que c'est un moyen, mais qu'il y en a tellement d'autres pour traduire l'éthique dans la gouvernance. Et je rebondirai un petit peu sur les derniers propos de professeur Séguin sur l'importance de considérer l'éthique. C'est le jour où les CA et la haute direction considéreront l'éthique, les aspects éthiques, d'avoir une culture éthique comme étant un actif de l'entreprise. Je pense que là, la perception et la façon ou la perspective d'aborder les choses risque de vraiment évoluer et passer à un autre niveau parce que en réalité, c'est un actif, l'éthique organisationnelle dans une entreprise. Je crois aussi que c'est important que le CA aille au-delà de la conformité. Je me permets d'aller plus loin dans votre question, pas juste l'entreprise à mission, parce que c'est comment on traduit l'éthique dans la gouvernance. Alors, je crois que le CA doit passer à un autre niveau. Vraiment, et s'assurer de sa responsabilité, la responsabilité de ses décisions et des effets, des impacts, comme mes collègues l'ont dit tout à l'heure, ne serait-ce que sur les employés, les parties prenantes, la considération des valeurs, que ça paraisse vraiment dans la prise de décision et des aspects éthiques. Puis les valeurs, encore faut-il avoir un bon énoncé de valeurs qui soit éthique. Si on regarde Boeing, je le regardais tantôt, l'énoncé de valeur, juste avant de m'en venir. Boeing qui a eu toutes sortes de dérives et au point de me donner peur d'embarquer dans un Boeing. Mais quand je regarde l'énoncé de valeur aujourd'hui, en 2025, c'est encore la sécurité. Et je me dis, oups, il y a des petits morceaux qui sont tombés dans les avions, même des avions, mais je pense qu'on a échappé la sécurité. Alors, l'écart entre l'énoncé de valeur et les valeurs réellement vécues. Donc, je pense qu'il faut que le CA, c'est hyper important, la haute direction, et que l'énoncé de valeur soit éthique et cohérent, vécu. Il ne faut pas que le CA non plus ne vise que le court terme. Est-ce que Boeing a visé, c'est mon exemple favori, là, professeur Chateaubriand le sait, Boeing, c'est un de mes cas fétiches, mais la rentabilité à tout prix, le court terme, alors il y a plein de pièges. Donc, il faut éviter les angles morts, voir juste le court terme. Alors, le CA, encore une fois, dans les pratiques éthiques, dans sa gouvernance, ils doivent aller à un autre niveau. Je crois aussi que une certaine transparence
de l'organisation par le CA et la direction, dans sa communication, évidemment, dans les informations pertinentes à communiquer, que ce soit au niveau des opérations, des finances, des performances, du souci de la durabilité, de la RSE et aussi communication interne, externe. Alors, je crois que si on intègre ça, une certaine transparence, ça peut renforcer la confiance, tant avec les employés que les parties prenantes, et ça fait en sorte qu'on tient compte de l'éthique vraiment de façon assez transversale. J'ajouterais, mon collègue à ma gauche, Mike Beauchesne, dit toujours que l'éthique, c'est la boussole, c'est l'étoile du Nord. Donc, il faut que ce soit la boussole du conseil d'administration, puis de la haute direction. Puis encore faut-il assurer une bonne vigie de notre culture, que ce soit par des rapports au conseil d'administration, des sondages. Il y a différents moyens de documenter des indicateurs. C'est pas facile, mais quand même, je crois qu'il faut le faire. Donc, le CA a quand même un rôle de surveillance, à savoir prendre la température et le pouls de sa culture. Est-ce qu'on est au bon endroit au niveau de l'éthique dans l'ensemble de l'organisation? Donc, la reddition de compte, rôle de surveillance. Mettre en place une ligne éthique, d'avoir ce courage-là aussi, puis de l'assumer, de la gérer. Moi, je sens des réticences de certaines organisations à aller jusque-là, d'instaurer peut-être une espèce de climat où est-ce que, de dénonciation, mais moi, je crois que c'est un outil puissant et sain. Alors, c'était certains éléments là, que je pouvais vous partager sur l'intégration, outre l'entreprise à mission. Merci. Si on repart sur l'idée de la mission, pour moi, la mission de l'organisation, c'est toujours de créer de la valeur pour le propriétaire. Un propriétaire, puis on veut de la valeur. Ça peut sembler très égoïste comme mission, mais la coop de consommation, son propriétaire, c'est le consommateur. On veut créer de la valeur pour le consommateur. La bonne nouvelle là-dedans, c'est que pour créer de la valeur pour le propriétaire, on n'est pas capable de faire ça tout seul. On a besoin de d'autres parties prenantes. C'est la beauté de ce monde. Donc, c'est pour ça qu'il faut être capable d'établir un système de valeurs c'est le premier moyen, identifier un système de valeurs qui va rechercher tout le monde et non pas se créer ce système de valeurs auquel nous, personnellement, on adhère dans notre équipe de direction. Donc, si on veut favoriser la collaboration des parties prenantes à notre succès, il faut qu'on s'arrange pour être capable de capter ce que ces parties prenantes-là ont comme principe éthique et d'essayer de trouver, dans le fond, les 3-4 énoncés de principes valeurs qui soient partagés par ces gens-là. Et par la suite, là, on va découler les différents comportements qui vont être incompatibles. Après, les moyens à utiliser pour atteindre ces comportements-là, souvent on me pose souvent la question, Michel, un code de conduite, c'est-tu un bon moyen? Je vous réponds souvent par la réponse suivante, mais l'aspirine ou un Advil, c'est-tu un bon médicament? Bien sûr que c'est un bon médicament si tu fais de l'inflammation. Donc, un code de conduite, ça peut être un bon médicament, mais ça va dépendre qu'est-ce que tu veux régler. Alors, si tu as un problème de jugement, puis c'est ça qui fait en sorte que c'est difficile de gérer éthiquement parce que c'est difficile d'identifier qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, un code de conduite va être excellent. Mais un code de conduite pour un employé municipal qui va recevoir une enveloppe brune de 100 000 servira strictement à rien parce que c'est pas ça le problème. Donc, les moyens, il y en a plusieurs. On peut faire de la formation, on adapte nos politiques de rémunération, on met des contrôles en place. Le coffre à outils, il est plein. L'idée là-dedans, c'est d'être capable de bien comprendre sa situation, de bien analyser chacun quand je parle d'un risque éthique, des comportements incompatibles avec les valeurs de nos parties prenantes, d'être capable de bien les comprendre, conflit d'intérêts, corruption, collusion, c'est propre à nous, sécurité dans le cas de Boeing, salubrité dans le cas d'un restaurant, de bien capter c'est quoi ceux qui sont plus stratégiques en ce qui nous concerne. Une fois qu'on a pris ça, on analyse ces comportements-là. Il y a des comportements qui sont évidents, des comportements qui sont plus difficiles, il y a des comportements où il y a un gain très important pour l'acteur, il y a des comportements qui n'ont pas de gain pour l'acteur. Alors, une fois qu'on a décortiqué ces choses-là, là, on peut regarder quels moyens. Alors, quand c'est un problème, ça amène beaucoup de valeur à l'acteur s'il agit analytiquement, c'est des contrôles.
qu'on va mettre en place. Quand c'est un problème que c'est complexe, puis ça nécessite de la sensibilisation, formation, code de conduite, sensibilisation. Bref, il n'y a pas un moyen qui soit miracle, qui va régler le tout. Le meilleur moyen, c'est d'analyser chacun des risques qu'on va rencontrer et de cette analyse-là découlent différents moyens qu'on met en place en fonction de pourquoi l'acteur aurait avantage à adopter ce comportement. Peut-être juste en complément, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Pour de Manuel, il faudrait qu'elle commence. Oui. Mais non, ça va. Mais j'ajouterais peut-être, non, en fait, j'aime bien ma position, je vous écoute, puis je trouve un autre angle, puis ça complète. Ce que je mettrais de l'avant, c'est l'idée que les pratiques en management, en fait, doivent s'arrimer avec des principes éthiques si véritablement on veut arriver à faire quelque chose. Sinon, on est dans de l'éthique de vitrine, on est dans, hey, je te donne un dossier, ça paraît bien, tu fais ça, mais finalement, il se passe rien. Donc, il faut vraiment que ça soit intimement lié et également intimement lié à ce que j'appelle, sans être dans le management, mais plus une culture de l'horizontale. C'est sûr que si je vais être très centrée puis dans le top-down, puis contrôler mes employés, puis les agir, ça va être difficile de faire de l'éthique, surtout dans cette perspective de pratique réflexive, d'autonomisation des personnes, capacitation. Il faut accepter, je pense, quand on s'engage comme organisme au plan éthique, de partager le pouvoir, je vais le dire un peu simplement, mais de faire en sorte que les différentes perspectives sont prises en considération, qu'on s'inscrit plus dans un travail de co-construction que de leadership unilatéral. Et là, je pense qu'il y a quelque chose qui peut advenir qui, justement, change un peu les façons de faire. Mais ça, évidemment, c'est pas quelque chose qui peut se faire ni du jour au lendemain, puis qui peut se faire seul. Ça prend vraiment une adhésion assez globale pour essayer de changer les pratiques, les façons de faire pour réduire, puis là, je vais citer Jean-François Malherbe, là, autant que faire se peut entre l'écart entre les valeurs affichées et les valeurs mises en œuvre. Donc, bien sûr, Boeing qui nous dit sécurité, mais finalement, on se rend compte que ce qui a été vraiment, c'est le coût qui a guidé les décisions. Et là, on voit, oups, ça achoppe, puis l'image ici, puis là, évidemment, c'est peut-être pas pour rien que c'est le cas fétiche de Maître Plante, mais c'est qu'on voit là où il y a, là, on a voulu économiser, faire un peu des fois, et là, c'est toute la réputation et c'est l'organisation qui peut se trouver dans un état de fragilité puis de crise. Donc, puis d'ailleurs, pour la petite histoire, juste pour enchérir, je ne vais pas faire une étude de cas sur Boeing, mais il y a quelques années, il cherchait une personne à travailler, tu sais, chez Boeing en éthique, versée en éthique, qui avait cette formation-là. Alors, je ne sais pas qui l'a embauché, je ne connais pas, je ne veux pas, mais vraisemblablement, est-ce que ça a été un peu cette éthique de vitrine dont on discutait, hein, de pas vraiment avoir, et c'est pas simple non plus quand on tombe dans les grandes organisations, on fait pas de l'éthique de la même façon quand on a 20 employés ou quand on a 10 000 employés, bien évidemment. Donc, je pense que c'est tous des éléments à prendre en compte, mais ce que je voulais juste souligner en complément, l'importance de voir finalement un management qui est plus dans l'horizontal, qui est plus dans la collaboration, la mise en valeur de tout un chacun, plutôt que dans une concentration de pouvoir pour finalement prendre les décisions top-down. C'était enchérir. Je me rappelle quand j'ai été embauché à l'UQAM, j'ai rencontré mon directeur, puis il m'avait dit, Michel, il y a 3 tâches que tu dois faire. Hein. Tu dois enseigner, puis être un bon professeur, tes étudiants t'aiment bien. Tu dois faire de la recherche, faire de la publication, puis tu dois être un bon collègue, t'investir dans les tâches administratives. Donc, c'était comme l'énoncé de valeur. Et j'ai vite compris que pour avoir ma promotion, pour devenir professeur titulaire, si j'avais pas des bonnes évaluations d'enseignement, ça venait pas affecter du tout ma capacité de devenir titulaire. Et si je m'investissais pas du tout dans les tâches administratives, si j'avais un dossier de publication qui était sur la coche, peu importe que je n'étais pas bon dans les 2 autres tâches, c'est ça qui comptait. Donc, c'est la théorie de l'apprentissage social. Quelqu'un qui va entrer dans une organisation, il va voir, il va entendre le discours, ça fait partie, mais il va voir qu'est-ce qui est reconnu comme étant important, puis qu'est-ce qu'il va avoir comme sanction. Tout individu veut être reconnu, ne veut pas être sanctionné. Donc, j'aime bien l'approche effectivement d'horizontale. Il faut que la culture fasse en sorte que quelqu'un qui rentre chez vous se dise que si j'agis éthiquement, je vais recevoir de la reconnaissance de mes pairs, je vais recevoir de la reconnaissance de mes gestionnaires, je vais avoir des promotions. Et si j'agis non éthiquement, ça va être capté, il va y avoir une sanction à la clé, puis j'aurai beau me rouler à terre, la sanction va être maintenue. Donc,
c'est aussi simple que ça. On repart au B à bas, c'est la carotte et le bâton, mais il faut que la culture transcende ces éléments-là. Mais le discours, il n'y a rien de pire parce que si tu annonces que ça te prend ces trois tâches-là, mais qu'au fait, tu n'as pas de promotion, tu développes ce qu'on appelle le cynisme dans l'organisation. Puis c'est quasiment pire. Tu aussi bien de dire soyez non éthique, puis on va vous demander d'être non éthique que d'avancer un discours de soyez éthique. Fait que dans les faits, tu n'as aucune reconnaissance si tu le fais. Au pire, tu vas être sanctionné parce que tu n'as pas les ventes, parce que tu n'as pas les publications, puis tu ne fais pas rayonner l'université par ton dossier publié dans les revues de catégorie A. Si je peux me permettre, juste pour enchérir brièvement, mais c'est tout à fait vrai. Puis, il y a un mot qu'on n'a pas beaucoup abordé, mais la reconnaissance. En Oui, reconnaître le travail de l'autre, son apport. Et c'est vraiment la clé, je pense, pour mettre en place une tout à réelle fait. culture de l'éthique. Quand on reconnaît les employés pour leur valeur, et c'est là, puis je vais faire la loupe parce que je disais au début, mais c'est là aussi que le bien-être advient. Quand on se sent reconnu, on se sent valorisé, on se sent confiant, on se sent tout soutenu. Ben, on est bien au travail, on s'engage, on veut rester. Pourquoi aller ailleurs? Mais au contraire, à contrario, s'il y a un double discours, si finalement, hey, tu dis, garde, il me dit ça, mais finalement, c'est vraiment le publish for perish, c'est encore ça, puis l'UQAM ne fait Exact. pas de différence, ben, ça Non, amène un certain cynisme, un désengagement, un isolement, peut-être, OK, je vais le faire, mais j'instrumentalise un peu, et c'est là que ça devient pervers, puis c'est pas de pointer du doigt qui que ce soit, c'est une culture, c'est une structure, et c'est ça qu'il faut s'adresser pour mettre en place qu'il y ait une cohérence et que véritablement, on mette de l'avant la mission, les façons de faire qu'on énonce et qu'on valorise les gens qui le font. Merci beaucoup. Et j'enchaînerai avec la prochaine question qui fait le pont avec ce qu'on vient de discuter en quelque sorte. Mais euh, à votre avis, comment l'éthique se traduit-elle dans la gouvernance? Puis je commencerai par professeur Marceau. Bon, OK. J'aimais bien ma position, mais d'accord, d'accord. Ben, écoutez, en termes de la gouvernance et l'éthique, je pense que c'est des choses qui vont de soi. Alors, c'est une gouvernance puis on va prendre des caractéristiques qui misent sur la reconnaissance, qui misent sur le partage des responsabilités, des tâches, des dossiers intéressants. C'est une gouvernance qui est proche des gens, qui se fait pas, tu sais, de façon isolée, donc qui se fait idéalement non seulement proche, mais avec les gens dans la mesure où c'est possible. Donc, mettre Plante parlait de sondage. Ben oui, sonder les gens, les employés, là, dépendamment, on est à combien de personnes dans l'organisation, puis ce qui est possible de faire. Des fois, d'aborder l'éthique aussi dans les réunions d'équipe pour essayer d'aller chercher des idées de bonnes pratiques, le point de vue des personnes. Mais bref, c'est une gouvernance, moi, que je qualifierais d'horizontale, pour reprendre les termes, qui met sur la reconnaissance et qui est dynamique. L'éthique, c'est tout sauf quelque chose qui est statique et figé. Il y a des comportements qui, à peine 5 ans, étaient tout à fait inacceptables et là, oups, deviennent acceptables et vice-versa, dans le sens que et peut être acceptable dans une entreprise, mais pas dans une autre. Donc, il y a vraiment un besoin, je pense, un souci constant d'être agile, d'être flexible et d'avoir une gouvernance qui reflète ces caractéristiques-là. Bien sûr qu'on peut pas tu sais, discuter, dialoguer et décider à 500 personnes, ça va de soi, mais il y a quand même une façon de faire, autant que faire se peut, d'aller chercher cette collaboration-là, ce travail d'équipe, parce que c'est ça aussi l'éthique, alors, ce que je dis souvent, si on était seul, on n'aurait pas d'éthique. L'éthique, c'est ce fait où je suis en relation avec l'autre, avec autrui qui est différent de moi. Forcément, on est tous différents les uns des autres, on est tous singuliers. Donc, l'éthique, ça va m'amener à me questionner ma relation avec cette autre personne et ces autres personnes pour essayer de voir, OK, c'est quoi la bonne façon de faire, c'est quoi la bonne pratique ici, qu'est-ce qui est souhaitable. Puis c'est d'être capable aussi de dire, bon, ben là, il y a eu tel agir ou telle décision. C'était peut-être ça là, ou peut-être on n'avait pas vu tous les angles, mais là, comment on peut s'améliorer ou reprendre ça et aller de l'avant. Donc, je pense que la gouvernance doit être très flexible, décentralisée. C'est un peu l'inverse, là, qu'on parlait d'organismes là, où c'est très centralisé, puis on travaille pas avec les gens, là, pour pas nommer, mais vous avez peut-être une image, ceux qui étaient là au lancement du livre L'institutionnalisation de l'éthique, mais bref, ça fait en sorte que là, les gens ne voient pas d'adhérence, voient pas
ces composantes-là et l'adhésion. Et là, ça maintient pas non plus la confiance, parce que ça, c'est un autre terme qu'on a moins parlé, mais effectivement, d'avoir des pratiques éthiques ben, où on met sur la transparence, la collaboration, la confiance, ben, ça fait en sorte que, ben oui, on est apprécié comme employeur, les gens se sentent bien, se sentent en confiance. Et je me permets un dernier terme peut-être clé, de mettre en place une forme de sécurité psychologique pour les employés. Et en gros, c'est quoi la sécurité psychologique? Ben, c'est que tout un chacun sente que son point de vue peut être accueilli, mérite d'être entendu. Sans être bafoué, dénigré ou pire, là, insulté. Donc, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on va faire le point de vue de tout le monde parce que, évidemment, ça ne fonctionne pas, mais c'est au moins de créer ce climat-là de sécurité psychologique et ce climat-là de confiance pour travailler avec les gens et non pas sur les gens à une mission. Donc, voilà, je m'arrêterai ici. Vous voulez? C'est tellement bien dit que j'ai comme plus grand-chose à rajouter. Moi, je l'aborderais peut-être j'adhère complètement. Je prendrais l'aborderais sur un autre, une autre prise sur le rôle du conseil d'administration versus le rôle de l'équipe de direction dans cette gestion, dans cette gouvernance de dimension-là. Un des erreurs qu'on a souvent, c'est toute la distinction entre la notion d'imputabilité et de responsabilité. Le conseil d'administration, il est imputable que toute l'organisation favorise des manifestations compatibles avec les principes partagés par les parties prenantes. Donc ça, il est imputable. Le conseil d'administration, il se rencontre une fois par mois, puis des fois 4-5 fois par année. Il n'est pas responsable des plans d'action, de la gestion. De toute façon, il n'est pas compétent pour le faire. Donc, c'est à l'équipe de direction. Trop souvent, on va former un comité éthique sur un conseil d'administration. Puis le comité éthique, là, il va se mêler d'identifier les pratiques, puis d'essayer de trouver, puis d'être original. Il est complètement déconnecté de comment ça se passe dans l'organisation. Donc, c'est à l'équipe de direction d'établir, dans le fond, quels sont les principaux risques, d'établir, les analyser, d'établir quels sont les différents moyens à mettre en place. Le conseil d'administration, son rôle, c'est de contrôler que ça soit fait, c'est de questionner, c'est de valider. Alors que s'il fait, il ne peut pas contrôler. Je veux dire, c'est incompatible. Faire quelque chose, puis après ça, challenger ce qu'on a fait, ça ne fonctionne pas. Donc, je pense que c'est très important de faire cette distinction-là, de redonner à l'équipe de direction sa vraie responsabilité, puis de ne pas se débarrasser de cette responsabilité-là en imputant un comité d'éthique le soin d'identifier ça, puis de faire ce que le comité, c'est pas sérieux en tant que tel. Donc, le conseil d'administration, l'équipe de direction doit opérationnaliser, identifier, aller chercher les compétences requises, s'ils sont assez gros, de se bâtir une équipe à l'interne avec des gens compétents. S'ils ne sont pas gros, d'aller voir des consultants s'il faut, il n'y a pas de problème, mais de trouver, dans le fond, les moyens de faire et de faire valider ça par l'équipe pardon, le conseil d'administration. Pour moi, cette nuance-là, elle est fondamentale. Puis trop souvent, dans ma pratique, ce que je vois, c'est ce qui fait que c'est désincarné. On donne à quelqu'un le soin de le faire, puis c'est comme si, après ça, on venait de s'en décharger comme équipe de direction, puis on ne sait pas trop quoi faire. Puis je terminerai là-dessus. Je me rends compte souvent que les équipes de direction, maintenant, ils veulent faire de l'éthique, mais c'est compliqué, ils ne savent pas quoi faire. Ils sont souffrants par rapport à cette réalité-là. Ils ont pas c'est compliqué, c'est complexe, on dit des grands mots, il faut faire ci. Ils deviennent étourdis, puis bon, ils mettent ça. J'ai toujours vu deux raisons pour lesquelles on n'adressait pas adéquatement. Un, c'est parce qu'on ne voit pas notre intérêt là-dedans, mais on le voit de plus en plus. Deux, on ne sait pas quoi faire. Donc, de ne pas se gêner à aller chercher l'expertise, il y en a, les universités en développent maintenant, mais de ne pas se gêner pour aller chercher de l'expertise, c'est pas si compliqué que ça. Puis, il ne faut pas oublier qu'un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois. Donc, il faut y aller étape par étape. J'arrêterai là. Je voudrais juste. Oui, allez-y, Pardon. professeur. Non, mais OK, très, très vite, je m'excuse. Je voulais juste rebondir puis dire, non seulement ça peut nous intimider, puis on ne sait pas quoi faire, mais des fois aussi, il y a la peur d'avancer, qui s'ajoute à ça, fait que ça fait vraiment quelque chose où on est effectivement figé. Dans les organisations, des fois, les gens ont peur d'initiative, ont peur d'être ridiculisés. Je reviens à la sécurité psychologique en disant, on pourrait peut-être faire ça différemment, donc on se tait, puis on
s'éloigne, on se désengage, on devient cynique, on voit ça plus, bon, ben, c'est un gagne-pain, puis etc. Plutôt que de dire, ben, qu'est-ce que je peux faire pour changer les choses? Qu'est-ce qui mériterait d'être fait? Puis après ça, comme organisation. Puis j'ai une petite anecdote aussi qui vient d'un gestionnaire là, de nous, au niveau qui était directeur général. Puis quelqu'un était décédé dans l'organisation et on voulait lui rendre hommage décédé tragiquement, là, subitement. C'était quelqu'un de très aimé dans l'organisation. Et on voulait lui rendre hommage en nommant la salle de conseil par son nom. Et là, ils étaient réunis en CA pour discuter de ça. Puis là, on dit, on peut-tu faire ça? Mais et on a-tu une procédure pour nommer les salles? Et là, ça devenait comme, oui, c'est ça, comme, tu sais, sclérosé, là, comme, on peut-tu agir? Comment ça? Et là, finalement, ça devenait, et lui avait une formation en éthique, puis il a dit, ben là, si on peut pas faire ça, il n'y a pas grand monde qui vont pouvoir faire ça, puis voici pourquoi on devrait le faire. Donc, réfléchir à pourquoi je devrais le faire, le justificatif, c'est beaucoup ce qu'on fait en éthique dans prise de décision, en éthique délibérative. Donc, apprendre à étayer les justificatifs, les raisons d'une décision et être capable de l'exprimer. Mais ça peut aider justement. Puis, je suis tout à fait d'accord. Des fois, c'est en se faisant accompagner, puis là, les choses se placent. On forme des gens. Oups, finalement, on prend goût aussi, puis on prend confiance. Pas avoir peur de l'erreur non plus aussi. On Mhm. fait des choses, des fois, ça marche pas toujours, on recule, on recommence. C'est essentiel. Je voulais peut-être juste apporter juste un élément dans la formation des conseils d'administration. Il devrait y avoir une dimension éthique, hein, parce que c'est important que les conseils d'administration, que les administrateurs soient formés, de la formation continue, même la haute direction. Et l'autre élément que je voulais mentionner, c'est qu'aussi le conseil d'administration doit veiller à allouer les ressources nécessaires. Hein, parce on peut avoir des grandes ambitions, des belles et bonnes ambitions, mais si les ressources allouées pour l'éthique dans l'organisation, ben, c'est une poignée de change, pour avoir une expression connue, ben, on n'atteindra peut-être pas nos ambitions. Alors, il y a aussi ça dans la cohérence du discours avec les valeurs et tout. Puis, tu sais, des fois, ça peut amener à créer une fonction dans l'organisation, tout dépendant de sa taille, les besoins. Il faut tenir compte des besoins de l'organisation, mais encore faut-il allouer les ressources nécessaires. C'est pour ça qu'il faut bien évaluer l'amplitude. Oui. Quand tu es capable de démontrer que si jamais le risque se réalise, ça va te coûter tant, parce que tu vas perdre de la clientèle et tout ça, l'allocation des ressources après, c'est un détail. Mais tant que tu es aussi longtemps, tu sous-estimes puis tu penses que c'est altruiste d'agir éthiquement, les ressources ne viennent pas parce qu'il y a d'autres tenants et aboutissants. Je peux me permettre une petite anecdote en complément, puis merci beaucoup d'avoir souligné la question des ressources financières parce qu'effectivement, si on veut véritablement faire de l'éthique, ben ça prend des gens en poste, ça prend du soutien matériel. Évidemment, ça passe par les finances. Mais ma petite anecdote, c'était que récemment, c'est ça, une organisation souhaitait faire une démarche éthique. Et puis là, finalement, on s'est dit, ah, ben non, on n'a plus de budget parce que dans le fond, on a budgété pour les litiges, donc notre secteur de contentieux pour les avocats, puis bon, la médiation. Puis là, ben là, tu sais, il n'y a plus d'argent. Ben là, tu sais, ce que je leur disais, ben, tu sais, justement, si vous étiez capable de retrancher un petit peu, de ponctionner une partie de ce que vous accordez pour les contrats aux firmes de médiation ou de litige, pour justement essayer de prévenir. Mais, et ça, je pense que c'est ça, les gens associent peut-être moins l'éthique à cette dimension-là préventive de conflits, de litiges. Et là, je dirais tout azimut tant à l'interne qu'à l'externe, des cas de harcèlement, etc. Parce que oui, c'est des dossiers aussi dont l'éthique peut se saisir. J'ai récemment accompagné une organisation et j'ai travaillé avec l'avocat pour réviser la politique du harcèlement. Donc, bien sûr, il faut que ça soit conforme à la loi et ça, tout à fait d'accord. Mais il y a aussi des enjeux éthiques quand on parle d'harcèlement. Puis si on peut les mettre dans la politique, puis tout de suite, être proactif, ben, ça permet après ça d'autres situations inconfortables. Donc, pour la dernière question, avant d'aller avec les questions du public, on finirait en vous demandant quelle est la place du leadership en éthique et de quoi s'agit-il? Et je commencerai avec vous, M. Séguin.
Ben, genre, là, je ne vais pas inventer rien. Hein. Trevino et Browns ont fait un excellent papier sur le leadership éthique. C'est un style de leadership que j'aime bien. C'est deux fonctions, en fait. C'est le leader qu'on appelle moral versus le gestionnaire moral. Donc, d'abord et avant tout, le gestionnaire doit être un modèle. Quand je rentre dans une organisation, puis il y a eu des difficultés avant d'aller faire de la formation aux employés, je m'assure toujours que les gestionnaires sont sur la coche sous le plan éthique. Puis si jamais les gestionnaires ne sont pas sur la coche, je ne vais pas aller dire aux employés d'être intègres. Je me rappellerai tout le temps un cas qui avait été sorti de la ville de Laval, qui avait envoyé à ses gens durant le temps que le maire Vaillancourt était poursuivi en cours, il avait envoyé une missive à ses employés leur demandant d'être intègres. Alors, imaginez le cynisme que ça a généré. C'était épouvantable. Donc, les leaders, la première chose, ils doivent être des modèles d'intégrité. Et c'est pour ça que tu n'embauches pas un gestionnaire ou quelqu'un qui est en situation d'autorité si tu n'as pas validé l'importance qu'il accorde à l'intégrité. Fait que ça, c'est ce que j'appelle, moi, le volet du leader moral. Deuxième aspect, après ça, ben, il doit exiger de ses pairs, de ses subalternes qui agissent aussi. Donc, il doit être un promoteur au sein de l'organisation, donc de faire la promotion de ça. Il doit reconnaître ses employés qui agissent éthiquement, à la limite même ne pas les sanctionner quand ils agissent éthiquement parce qu'ils ont X pas atteint leur objectif de vente, par exemple, ou que ça a pris un peu plus de temps de faire quelque chose parce qu'on a été intègre ou quoi que ce soit. Et le deuxième, ben, c'est le courage, ça inclut dans le gestionnaire, c'est le courage managérial. Tant qu'un employé a commis une inconduite, ben, il faut le signifier et le sanctionner. Il y a une étude là, que j'avais vue, il faudrait que je la retrouve il y a quelques années, mais je ne pense pas que ça a changé bien gros. On disait que 5 sur 7 gestionnaires faisaient des évaluations de rendement complaisantes par rapport, parce que c'est très difficile de venir dire à un employé qui n'a pas fait ce qu'il avait à faire. 5 sur 7. Donc, quand on dit en tant que telle théorie de l'apprentissage social, là, si j'agis éthiquement, je suis reconnu, j'ai des gains. Si j'agis non éthiquement, je suis sanctionné. Donc, tout individu recherche la reconnaissance, veut éviter la sanction. Bien, le gestionnaire, dans son rôle de gestionnaire moral, ben, il doit mettre l'intégrité comme une des caractéristiques pour donner de la reconnaissance ou à l'inverse, lorsque c'est pas fait, ben, sanctionner par la suite. Moi, la notion de courage m'interpelle vraiment beaucoup. Ah oui. Et je trouve que parfois, c'est une rareté, là, malheureusement. Et le courage à tous les niveaux, dans ses convictions, dans la gestion, ne serait-ce que d'assumer aussi ses convictions, ses valeurs pour éviter l'incohérence. Alors, moi, je pense que le courage c'est le leader éthique, c'est pas mal en haut, là, le courage. Tout à fait. Peut-être juste en complément, je dirais, avec l'autre côté du courage, c'est-à-dire la détresse qui peut être engendrée, la détresse morale de justement d'être dans une organisation où je me rends compte que justement les mauvais coups sont pas repris. Mon gestionnaire a des incompétences à différents niveaux parce qu'effectivement, je peux pas être un bon gestionnaire si je suis incompétent dans les tâches qui me sont données. Puis au plan éthique, ben c'est très questionnable. Pourquoi cette personne-là est en autorité sur mon travail alors qu'elle-même n'est pas capable de faire son travail. Fait que toutes ces situations-là peuvent mener à une forme de détresse qui peut être assez importante. Il y a des écrits, je pourrais peut-être le chercher tout à l'heure, là, mais un auteur français qui a fait beaucoup sur ce travail, cette thématique-là, la détresse au travail et comment l'éthique, ben justement, en redonnant du sens, peut permettre de réduire cette détresse-là, parce que c'est un peu ça aussi l'éthique, c'est de redonner un sens au travail, un sens à l'organisation, un sens à l'action. Et ben, l'être humain, on recherche le sens dans nos agir, à moins de vraiment de pas avoir de faculté de raison. Mais quand les choses font pas sens, c'est là que ça commence à dérailler habituellement et qu'on se dit, oh, là, j'ai un malaise. Donc, voilà, fait que juste en complément, je soulignerais ces éléments-là. Et en souhaitant, moi, ça fait déjà plus de 15 ans que je forme des professionnels, tant en bioéthique qu'en éthique appliquée, qu'en éthique professionnelle, mais en souhaitant que toute cette formation, et d'autres le font, là, c'est pas juste moi, là, mais que toute cette formation qui se donne désormais, qui se donnait pas il y a, mettons, une quarantaine d'années dans nos institutions, et institutions, là, je veux dire, tant les universités, les autres professionnels, les congrès, mais puissent
porter fruit et faire en sorte que tout un chacun après, parce que idéalement, le leadership éthique devrait être partagé. C'est pas une personne, parce qu'il s'agit que cette personne-là tombe malade, s'en aille, puis oups, ça vient de tomber à l'eau, mais que ça soit vraiment le fruit d'efforts collectifs et partagés, que tout le monde puisse prendre un peu sa voix, porter sa voix au plan éthique. Bon, il reste peut-être plusieurs années avant d'y arriver, mais je pense que c'est en déposant des éléments comme ça, puis en continuant à travailler sur la culture, puis ce questionnement sans cesse renouvelé qu'on fait en sorte qu'on peut améliorer les organisations. Si vous me permettez, j'aurais une petite sous-question pour cet aspect, peut-être en un ou deux mots-clés. Comment vous définiriez un leader éthique? C'est une question vraiment très, très simple. Qu'est-ce qui serait pour vous peut-être là, ou les deux caractéristiques essentielles d'un leader éthique et qui porte du coup de bonne manière la question éthique dans une organisation sur le plan de sa gouvernance? Il est un modèle, puis il est exigeant par rapport à ses modèles, et il est Exigeant. exigeant par rapport à ses subalternes relativement à ce modèle-là. Modèle, exigence, oui. Intégrité, un modèle Voilà. d'intégrité. Moi, c'était Emmanuel, j'aurais même, Puis peut-être en complément, là, j'aime pas dire ça, mais je vais le dire quand même, quelqu'un qui a aussi des compétences dans les soft skills, donc de communication, Oui. d'être capable d'aller se rallier aux différentes communication. personnes, ouais, pour aller chercher une adhésion, pour pas être non plus, parce qu'on veut pas que l'éthique devienne une autre forme d'autorité. Un bon Autant- ambassadeur. Oui, un bon ambassadeur là, qui soit capable d'aller connecter, d'aller chercher les gens et voilà, pour faire avancer le dossier de l'éthique et effectivement qu'il y ait une grande rigueur personnelle et professionnelle. D'accord. Merci. Ben, merci de ces quelques mots-clés. Merci beaucoup, messieurs. Excusez-moi. Est-ce qu'on a des questions du public, en fait? dans la salle. Non? Si vous avez des questions, c'est le moment. Donc, comment Le moment, ça. Oui. Ah oui, c'est vrai. Puis ouvrir aussi peut-être à distance également. Donc oui, c'est vrai. Bah, allez-y, hein, parce que peut-être si les gens en ligne ne le savent pas, ils ne nous ont peut-être pas. J'ai vu sur Boxy qui a une question. On peut l'inviter à ouvrir sa Oui, caméra. oui, sa caméra, son micro. Bonjour. Bonjour. Moi, pour la petite interruption, puisque c'est le moment des questions. Déjà, je tenais à vous remercier de m'accorder la parole ce matin. Merci pour vos interventions très enrichissantes. J'en ai appris vraiment beaucoup sur l'éthique et la gouvernance en entreprise. Et je pense en fait que ce thème et la façon dont vous l'avez abordé touche étroitement mon sujet de rédaction de mémoire, qui est en fait la protection des droits humains par le biais de l'Ombudsman canadien de la responsabilité des entreprises. Oh, J'aimerais savoir si pour vous, vous auriez comme certaines visions ou comment est-ce que l'Ombudsman canadien de la responsabilité des entreprises pourrait prévoir de façon pratique une institutionnalisation pardon, de l'éthique et comment est-ce qu'il pourrait augmenter l'appétit de l'éthique pour les entreprises. Merci beaucoup. Moi non plus, le son et j'ai juste compris l'ombudsman. Ouais. Comment, alors, pour résumer peut-être. oui, je vais résumer peut-être votre question, Monsieur Botti, et puis si j'ai mal résumé, vous me corrigerez. D'accord, Monsieur Botti, si vous m'entendez? Parfait. Donc, Monsieur Botti travaille sur la question de l'Ombudsman canadien sur la responsabilité sociale, donc la protection en matière de droits humains qu'apporte l'Ombudsman. Et sa question, si je ne me trompe pas encore une fois, Monsieur Botti, c'est comment l'Ombudsman, peut-être dans un souci de protéger les droits humains, pourrait pousser la question éthique, pourrait peut-être, j'allais dire, apporter la question éthique. Est-ce que c'est bien ça, Monsieur Botti? Oui, en gros, comment est-ce qu'il pourrait permettre d'augmenter l'appétit de l'éthique? Voilà, augmenter l'appétit, oui, tout à fait. Est-ce qu'il peut le faire d'ailleurs? Oui. J'ai une question très, 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 très simple. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça?
Je peux peut-être me lancer là parce que je connais pas le travail de façon détaillée de l'Ombudsman, donc je veux pas. Bon, j'y vais de façon très générale, mais c'est plus conceptuel ma réponse que je vais vous fournir. Mais c'est sûr que lorsqu'on parle de droits humains, on parle de dignité de la personne, des droits fondamentaux, de sécurité, de liberté. Donc c'est sûr qu'on est dans des valeurs qui sont fondamentales dans nos démocraties. Et là, ça, je m'y connais c'est un peu plus c'est dans mon sujet de thèse. Mais l'éthique, et en fait, c'est le phénomène d'éthicisation du droit, est très présent dans les chartes des droits et libertés, dans les droits fondamentaux, parce qu'on est en train justement de mettre de l'avant des valeurs fondamentales démocratiques pour lesquelles on veut s'assurer d'un respect. Donc, je pense que le travail de mettre de l'avant ces droits fondamentaux dans les entreprises est tout à fait louable. Puis peut-être ma suggestion pour bonifier ça, mais c'est d'aller se chercher un peu plus un vocabulaire en éthique pour démontrer la complémentarité de ces droits fondamentaux et de l'éthique et comment l'éthique, comme on vient de l'aborder, plus en termes de gouvernance, peut justement permettre de mettre de l'avant des outils de gestion et des outils de politique qui permettent de réfléchir au sein des organisations. Et assurément, je pense que l'ouvrage que André Lacroix vient de diriger pourrait être une lecture intéressante pour aller plus loin. Moi, personnellement, j'ai une grande souffrance par rapport à tout ça parce que personnellement, comme individu, moi, les droits humains, la Charte des droits, pour moi, c'est des droits fondamentaux. Je suis élevé en Occident. Ce sont des valeurs auxquelles on m'a inculqué depuis que je suis tout jeune jusqu'à maintenant. Probablement que si je parlais à mes arrière-grands-parents avant la Révolution française, il y aurait une toute autre approche par rapport à ce qui est bien ou qu'est-ce qui est mal. Et probablement que mes petits-enfants, quand ils regarderaient ce à quoi j'adhère, me trouveraient complètement ridicule. Ce que j'essaie de dire simplement, c'est que j'ai de la difficulté des fois avec tout l'aspect qui est très normatif. Voici ce qui est, ce qui doit être, quelque sorte. J'ai plus une approche, si je veux établir avec quelqu'un une relation harmonieuse, je dois me désincarner, puis je dois aller vers l'autre, puis écouter auquel ce que l'autre adhère. J'ai vite compris, moi, quand j'ai terminé ma thèse en philosophie, que la vérité nous échappe. J'en parlais tantôt avec Yvan. J'ai commencé en lisant Kant, puis j'ai été subjugué. Après, j'ai lu Hume, ce qui démolit Kant. Je me suis dit, oh, je me suis trompé, voici Hume. Après ça, je suis tombé avec Nietzsche. Et quand je lisais Nietzsche, j'ai démoli tout le monde. Les droits de l'homme, y compris. Donc, quand j'observe tout ça, en quelque sorte, moi, je trouve que le danger, c'est de rester complètement sûr. Pour moi, l'éthique, c'est pas une fin en soi. La fin en soi, c'est l'harmonie sociale, puis c'est l'atteinte du bonheur des individus dans une collectivité. J'avais un séminaire avec des étudiants la semaine dernière, il y a 2 semaines, où les coopératives essayent de prendre le modèle coopératif avec la démocratie, puis essayent d'inculquer la démocratie dans les coopératives africaines. Dans les coopératives africaines, le marabout, il est important, et là, il y avait comme un clash en tant que tel, puis on adhère à la démocratie, mais la démocratie ne réglera pas le problème environnemental. On ne se cachera pas, il n'y a pas personne qui va voter. On a juste à regarder ce qui se passe aux États-Unis. Tout ça pour dire que c'est une question qui mériterait en soi, pour moi, une thématique. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, et comment qu'on se positionne par rapport à ça, et quelle est la fin qu'ils recherchent. Moi, la fin que je recherche, c'est que les individus soient heureux, puis collaborent ensemble, puis vivent de façon bien. Si c'est les droits de l'homme aujourd'hui, en ce moment, c'est ça, j'y adhère, mais si dans 5 ans, 6 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est une autre stratégie au niveau des valeurs à respecter pour être capable de régler des problèmes environnementaux et tout ça. Je ne veux pas rester comme fermé et tout ça. Moi, quand je fais de l'éthique, j'arrive dans une organisation, j'observe, je regarde les parties prenantes, je me pose la question, quelles sont les valeurs auxquelles j'adhère. Si jamais moi, je suis en dissonance cognitive totale, genre, je vais me retirer. Mais j'arrive pas en position en disant, voici un système de valeurs que je veux imposer, puis pour moi, comme occidentaux, les droits humains, c'est fondamental. Non, moi, j'arrive là pour m'assurer qu'il y a une relation harmonieuse, puis que les gens vivent, s'émancipent, soient heureux. C'est très difficile, l'aspect normatif dans ces éléments-là. J'ai toujours trouvé plus simple, c'est ma façon à moi, quand je fais de l'éthique en organisation, de éviter ça, c'est d'être dans une approche très, très, très empirique. C'est quoi les valeurs des parties prenantes? À quoi ils adhèrent? Moi, ma job, là, c'est de m'assurer que tout le monde collabore ensemble et qu'il cherche leur intérêt au sein de l'organisation et de l'entreprise. Puis je ne porterai pas de jugement sur ça.
je suis une personne, j'ai mes propres convictions. Si jamais ça ne me convient pas, je vais me retirer. Mais j'ai de la difficulté des fois de dire à quelqu'un, va te promener avec ton bâton de pèlerin, puis dire à toutes les collectivités, voici c'est quoi les grandes valeurs fondamentales, puis voici, vous devriez tous adhérer à l'Occident. J'ai un petit peu des fois de difficulté avec ça. La recette. La recette magique. Parce que dites-vous bien que dans 200-300 ans, là, ces valeurs fondamentales vont complètement changer. Ça ne sera pas celle qu'on a aujourd'hui, celle lesquelles on adhère. Puis les droits fondamentaux, les droits de la personne fondamentaux, ce sont des droits qui sont depuis la Révolution française. Dans l'histoire de l'humanité, là, ça fait pas beaucoup d'années. Donc, tout ça va évoluer. Mais s'il y a une chose qui évolue, qui ne change pas, c'est que le monde va être heureux. Et le monde veut pouvoir être en sécurité, puis veut pouvoir s'émanciper. Et ça, en tant que tel, ben, ça va évoluer. Donc, d'avoir comment faire en sorte qu'un modèle en soi soit promu, j'ai toujours un peu de réticence avec ça. Mais bon, j'adhère à ce modèle de toute façon, mais c'est pas une raison. J'aurais peut-être un autre angle, mais je ne connais pas en détail le rôle de l'ombudsman. Mais s'il peut le faire au niveau de ses observations, de ses recommandations, de dénoncer des situations, hein, ne serait-ce qu'au niveau du cadre législatif, comme on a vu, on l'appelait le projet de loi S-211, qui est devenu une loi, la loi contre le travail forcé et le travail forcé des enfants dans les chaînes d'approvisionnement. Bon, ça ne s'applique pas à toutes les entreprises, mais quand même, ça s'applique à un certain segment d'entreprises. Donc, je me dis, l'ombudsman, dans la mesure où il peut le faire, qu'il ait le courage, hein, professeur Séguin, de dénoncer des situations, de faire part de ses observations sur la question des droits humains, des lacunes, des recommandations, mais dans la mesure où il peut le faire, parce que je ne connais pas par cœur son rôle et ses responsabilités, mais je trouvais quand même important de mentionner que je pense qu'il peut faire quelque chose dans les limites de ses pouvoirs. Si vous me permettez juste une remarque complémentaire pour finir sur la question de l'ombudsman, effectivement, dans ses pouvoirs, il peut recommander que l'entreprise canadienne prenne des mesures suivantes, faire des changements pour que le même préjudice ou un préjudice semblable ne se reproduise pas. Dit de manière générale, on pourrait tout à fait supposer, dans les changements qu'il pourrait préconiser, pourquoi pas une ouverture à ce qu'on disait, une ouverture très franche aussi à l'éthique, finalement, on pourrait tout à fait l'envisager. Je fais juste également pour la personne qui a posé la question, M. Botti, un lien d'ailleurs avec ce qu'a dit Céline. Effectivement, il y a une nouvelle loi sur la lutte contre le travail forcé. Un des aspects a été justement de dire qu'on va s'intéresser à la question de la conformité. Et la question étant toujours derrière tout ça, est-ce que c'est de la conformité légale ou de la conformité sociale? On voit bien qu'à travers là, on a peut-être des prises qu'on peut peut-être aller chercher, mais en tout cas, la question est très bonne, hein, M. Petit. On voit bien que est-ce qu'on peut vraiment bloquer complètement en touche en disant que la question éthique n'est pas d'intérêt, peut-être pas sûr. Voilà, je permettais juste à titre de complément. J'ai vu également que dans le chat, c'est ce que je disais à nos animateurs, nous avons une question de M. Duval, qui est la suivante. Quel serait un mythe tenace en matière de gouvernance éthique selon vous? Alors voilà une belle question. Quel est le mythe tenace, sans doute un peu, j'imagine, négatif, une croyance qui n'est peut-être pas celle que l'on pense en matière de gouvernance éthique? Est-ce que nos conférenciers… Ce que je disais tantôt, que l'éthique, en quelque sorte, est un acte altruiste et que l'entreprise qui va respecter les normes éthiques doit faire une concession sur sa capacité de réaliser ses ambitions parce qu'elle doit penser à l'autre. Alors que le fait de penser à l'autre, pour moi, ça fait partie de notre capacité de réaliser nos ambitions. Moi, sans ma conjointe, je ne serais pas heureux. Je veux dire, donc, il va falloir que je regarde avec elle, c'est quoi qu'elle pense, puis qu'est-ce qu'elle veut, puis tout ça. Puis si pour moi, aller manger avec mon ex, c'est pas un acte non éthique, mais pour elle, ce l'est. J'aurais beau me dire, j'ai raison, j'ai fait un doc en philo, tu sais, chérie, c'est pas de l'infidélité. Si j'arrive après ça avec elle, je serais pas heureux, je veux dire. Donc, l'éthique n'est pas un acte altruiste. L'éthique n'est pas une fin non plus. L'éthique est un moyen pour que les collectivités, le couple aille bien, pour que l'organisation aille bien.
Donc, ça serait pour moi, là, l'éthique n'est pas un acte altruiste. Le mythe de de l'acte altruiste. ça, oui, d'ailleurs, Kant le dit un peu en tant que tel, quand il dit tu dois agir éthiquement parce que tu vas y aller contre ton inclination. L'aspect d'inclination, c'est que tu dois faire fi de ton inclination pour être considéré, qualifié d'éthique. Alors que pour moi, je m'excuse, mais agir éthiquement, c'est tout à fait dans mon intérêt. Je ne serais pas invité ici si j'avais une réputation de personne non intègre. J'aurais pas de clients, j'aurais pas de conjointe, je serais tout seul. Et donc, je ne le fais pas, c'est pas un acte altruiste. Alors, est-ce qu'on garde ça comme mythe, Emmanuel? Est-ce qu'on en ajoute un autre de mythe? Ah oui, il y en a d'autres, sûrement. Ben, moi, je pense que, puis j'avais écrit en 2019 là, un article avec André Lacroix, là, mais un mythe tenant, c'est d'associer déontologie et éthique ou d'associer Ah, un autre morale mythe, et oui, éthique. oui, oui. Ouais, Malgré tous les travaux, il faut ouais. sans cesse revenir puis redéfinir l'éthique, la distinguer de la déontologie ou de la moralisation des comportements, dire non, on est plus dans quelque chose qui s'ancre dans des valeurs, qui est une perspective. Alors moi, je pense qu'il y a encore de ce mythe-là. En tout cas, je le vois dans les formations que je donne. Souvent, les étudiants, des fois, arrivent un peu à reculons dans un cours d'éthique. Puis là, je leur dis, mais pourquoi? Puis ils disent, ça ne tente pas de nous faire dire quoi faire. Ouais, Puis je dis, aussi. oh, mais je dis, c'est pas moi qui va vous dire quoi faire. Là, on va réfléchir ensemble, on va poser des éléments, on va réfléchir, puis vous allez avoir l'espace pour, moi, comment vous tranchez votre dilemme éthique au final. Ça m'importe peu, dans le sens tant que ce soit quand même là tu sais, mais ce qui va m'intéresser, c'est votre démarche, vos justifications, les éléments que vous avez considérés. Donc, quand je dis ça m'importe peu, dans le sens, c'est pas à moi de le trancher. Alors, et je pense que c'est ça. Alors, plusieurs mythes, oui, on peut les écrire finalement. Il reste du travail à faire. Est-ce que, Céline, vous auriez un autre mythe? On a mythe 1, l'éthique altruiste. Mythe 2, déontologie égale éthique. Est-ce qu'on aurait un autre mythe? Mais peut-être que de penser que, mon Dieu, c'est pas important, c'est une perte de temps, on va dépenser de l'argent puis ça rapportera pas. Non, non, on n'a pas le temps, là, on va s'occuper des vraies affaires, là. Puis moi, je pense que malheureusement, ce mindset-là est présent dans plusieurs organisations puis entreprises parce qu'ils voient juste le court terme, encore une fois, tu sais. Donc, de penser qu'on perd du temps, on pèle des nuages. Hein? On pèle des nuages. L'éthique, là, c'est comme, mais ils savent. Tu sais, il y a beaucoup d'éducation et de formation à faire. Parfois, c'est une expression qu'on entend beaucoup dans le monde universitaire, que nous pelletons les nuages, mais je n'en dirai pas. Je crois qu'il y avait une question de la part de C'est bon pour le cardio. Oui. Oui, donc j'aurais une question pour vous, étant donné que moi, je m'inscris davantage dans même mon projet de recherche, c'est en droit du travail. Je m'intéresse beaucoup aussi à l'acteur syndical, donc son rôle dans les régimes de retraite. Mais est-ce que vous diriez que pour avoir une entreprise plus éthique, un syndicat serait indispensable à tout ça? Est-ce que l'acteur syndical peut jouer un rôle proactif? C'est un moyen. Pour moi, c'est un moyen. Est-ce que c'est un moyen qui est efficace, qui ne l'est pas? Mais pour moi, c'est pas une fin en soi, c'est un moyen. C'est comme on a beaucoup de distinctions, de discussions entre centralisé et décentralisé. Je n'ai pas de position là-dessus. Pour moi, c'est de se dire lequel système va permettre d'atteindre les ambitions. Ce que je sais, par contre, c'est qu'actuellement, une entreprise, pour moi, c'est un système de relations avec différentes parties prenantes. Et il y a des jeux de pouvoir dans ce système de relations-là. Chaque partie prenante a un intérêt qui est tout à fait, qui lui est propre. Le travailleur va avoir les meilleures conditions de travail, le consommateur veut payer le moins cher possible, puis le propriétaire veut maximiser le retour sur le capital. Puis les collectivités ne veulent pas se faire emmerder par l'entreprise. Donc, chaque partie prenante a des intérêts qui peuvent être incompatibles les uns avec les autres. Ce que je dis simplement, c'est que des fois, les rapports de force, c'est pas toujours mauvais qu'on les aille. Donc, moi, j'ai toujours été pro-syndicat, mais je vais demander au syndicat d'être aussi éthique que va l'être l'entreprise. Et je vous dirais, les codes de conduite dans les syndicats, c'est difficile. C'est très difficile parce que le syndicat, il a comme le sentiment que par lui-même, dans son organisation, c'est une cause qui est altruiste, donc il n'a pas besoin de ça. Alors, ce que je dirais, moi, je ne suis pas du tout contre les syndicats, mais il ne faudrait pas que les syndicats pensent qu'ils
de par de par mission qui peut être plus éthique, alors que c'est tout aussi égoïste que l'employeur, mais c'est bien correct, moi, je n'ai pas de problème avec ça, de penser qu'eux, ils peuvent faire l'économie d'avoir en place des mesures. Là. La FTQ Construction actuellement vit énormément de difficultés. Et dites-vous une chose, une guerre syndicale se gagne toujours avec l'appui de la société civile. Quand tu arrives en négociation, là, à un moment donné, c'est quand que le gouvernement va regarder qui les appuie dans la collectivité, puis c'est cet appui-là qui fait que tu gagnes un combat syndical. Si tu n'as pas l'appui, là. Alors, le syndicat, comme l'entreprise, a tout autant avantage à développer une image d'intégrité. Mais oui, les rapports de force sont importants. Si vous vouliez rebondir là-dessus, ou sinon... Très sommairement, juste de dire, ben, dans le fond, il ne faut pas que le syndicat prenne cette nouvelle autorité de pouvoir et oublie finalement les principes qu'on a mis de l'avant de vraiment représenter ses membres et d'avoir une reconnaissance, un sentiment de sécurité. Puis, tous les éléments qu'on a dit peuvent... Donc, voilà. Alors, je suis tout à fait d'accord. C'est un moyen, c'est un forum, mais il ne faut pas que ça devienne la nouvelle organisation là, qui détient le pouvoir et qui le va top-down ou c'est avec l'employeur, puis que finalement, on oublie les employés. Et alors, si vous permettez, j'aurais également une petite question qui nous est... Oui, toujours, elles ouvrent là. Mais pas toujours. C'est les réponses qu'elles sont. Quand on préparait l'activité, quel lien ou quelle différence, parce que parfois même dans le vocabulaire, on peut mélanger, vous feriez entre ce dont on parle aujourd'hui, donc gouvernance, on a plutôt finalement discuté plus ou moins quand même conseil d'administration. Et d'un autre côté, quand on se situe du point de vue des gestionnaires, si on avait donc conseil d'administration, entre guillemets, d'un côté, gestionnaire de l'autre, ici, et puis qu'on discute de l'éthique, vous l'avez un petit peu soulevé. Comment se fait un peu le lien? Je comprends qu'on a une question de leadership qui va venir dans le décor. Je comprends également qu'on va utiliser des outils ici, mais comment est-ce qu'on pourrait être le plus pédagogique possible pour bien signaler peut-être que c'est sur les deux plans qu'il faut travailler? Parfois, on mélange un peu tout et tout le monde derrière les discours éthiques. Vous pourriez apporter un petit éclairage là-dessus. Est-ce qu'on utilise les mêmes outils ou pas? Est-ce que le leadership, on met plus sur le conseil, un peu moins sur les gestionnaires? Voilà, ce genre de petites choses ici. Est-ce que vous pourriez apporter un éclairage là-dessus? Je ne sais pas qui veut se moi, lancer, je tout pense simplement. que le leadership, comme le professeur Marceau le disait, il doit vraiment être partagé, là. Et ça m'apparaît être vraiment important. Maintenant, est-ce qu'on prend les mêmes outils? C'est une bonne question. Moi, je crois que les programmes d'éthique et tout ça sont toujours leur place aussi, mais ils sont aux premières loges, les gestionnaires, pour les mettre en place, les appliquer, opérationnaliser. Ils doivent y croire. Ils doivent y croire. Tu sais, dans une entreprise, tu as différentes fonctions. Donc, tu dois t'assurer de rendre ton produit alléchant. Le marketing, c'est une discipline qui va faire ça. Tu dois t'assurer que ton entreprise soit forte, saine. Ben, les finances, la comptabilité va t'aider à t'assurer de ça. Tu dois t'assurer d'avoir des ressources qui travaillent et qui soient performantes. Ben, les ressources humaines doivent faire ça. Et tu dois t'assurer que les parties prenantes aient une prédisposition positive envers l'organisation. Puis ça, c'est la fonction que l'éthique doit mettre en place. Tant et aussi longtemps qu'on va faire de l'éthique un truc à part, qui est comme quelque chose là, qui vole alentour et tout ça, ben, on ne mettra pas les ressources, tout ça, puis ça va être des... Moi, je pense que une entreprise, si elle n'établit pas une prédisposition positive chez ses parties prenantes, il y a une chose qu'il faut qu'on comprenne. Moi, j'ai acheté ma voiture chez un concessionnaire il y a 2 ans. Je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps qu'elle était 4 roues motrices. J'avais aucune idée. Moi, les voitures, là, je ne comprends pas ça du tout. Mais j'ai acheté une voiture. Donc, quand je m'en vais face à l'organisation, je suis toujours en situation de vulnérabilité par rapport à l'organisation.
Si j'avais toutes les connaissances que le vendeur a, je n'ai pas besoin d'éthique pour savoir quelle option est la meilleure pour moi. S'il me dit des bêtises, je vais le savoir, je suis compétent. Donc, toutes les parties prenantes qui transigent avec l'organisation ne sont pas compétents. Ils sont en situation de vulnérabilité et à défaut d'être en mesure d'avoir cette compétence-là, ils vont se fier sur des manifestations qui comprennent. Il a menti là-bas, ah ben il va me mentir à moi. Il a fait telle chose, ah ben il va me mentir à moi. Donc, ma seule façon que j'ai pour savoir si le vendeur de voiture est bon ou pas bon, c'est toutes les manifestations. Je vais faire des inférences en tant que telles. Donc, dans une organisation, on doit avoir des bonnes finances, on doit avoir du bon marketing, on doit avoir de la bonne com, et on doit avoir une prédisposition positive des parties prenantes parce que quand elles rentrent en relation avec nous, comme elles n'ont pas les compétences, ben, elles doivent nous faire confiance. C'est ça. Alors, cette prédisposition positive-là, c'est une fonction de l'organisation. Il faut la cultiver, il faut la maintenir. Et pour ça, il faut avoir des comportements, des manifestations compatibles avec les valeurs de ces parties prenantes-là. Donc, pour moi, j'aimerais ça qu'à un moment donné, dans la gouvernance, on considère l'éthique comme une fonction aussi essentielle que les autres fonctions de l'organisation et d'arrêter d'en faire une fonction mythique qui vole tout ça, que personne ne comprend. Ah, c'est compliqué. Ben oui, mais les finances, c'est compliqué. Je veux dire, gérer le capital, calculer le capital d'une organisation, c'est compliqué. Ben oui, l'éthique aussi, c'est compliqué. Gérer la distribution, c'est compliqué. Ben oui, mais l'éthique aussi, c'est compliqué, mais qu'on se rende compte que c'est une fonction qui est tout aussi essentielle. La minute qu'on va faire ça, ben, l'équipe de direction va s'en occuper. Puis le conseil d'administration, sa job, ça va être s'assurer que l'équipe de direction s'en occupe adéquatement. À un moment donné, il faut arrêter de traiter cette fonction-là comme si c'était quelque chose, il faut que vous soyez bon, il faut que vous soyez... non, il faut que les gens vous fassent confiance. C'est aussi simple que ça. Sans ça, ah ouais, ça se gère, ça se démontre. Puis, oui, mais ils ne comprennent pas. Ben oui, ils ne comprennent pas. Alors, il faut qu'ils vous fassent confiance. Puis, tu auras beau arriver et essayer de leur expliquer. Moi, il m'a expliqué 4 roues motrices. Là. Je trouvais que ma voiture sortait bien du banc de neige. Je ne savais pas pourquoi. 4 roues motrices que ma conjointe me dit avec un air en me dire stupide. Ben oui, ben c'est ça. Hein. Donc, il faut que ça soit une fonction aussi. Puis c'est ça, c'est si on est capable de convaincre les organisations que cette fonction-là est essentielle, ben là, après ça, les ressources, ils vont venir. On en a des ressources pour développer une campagne marketing. Là. Payer une firme de marketing X millions pour mettre une campagne, il n'y a personne qui bloque là-dessus. Payer une firme pour venir travailler à ce que les gens aient une prédisposition positive dans l'organisation. Oh, là, pourquoi? Parce qu'on ne voit pas le lien. Mm-hmm. Peut-être juste en complément, ce que j'ajouterais, c'est que la compétence éthique, elle est transversale là, dans une organisation. Donc, autant en marketing, en finance, oh oui. tu sais, elle est là, puis même, je dirais, elle est probablement au cœur de l'agir. Et ce qui se passe, peut-être que là, elle est implicite, c'est-à-dire que les gens sont pas conscients ou les gens font des choses un peu en étant mal à l'aise. Et là, c'est là que ça devient problématique. Mais de rendre cet espace-là éthique explicite, de mettre en valeur la compétence éthique, d'avoir des forums pour discuter de ça, pour accueillir les interrogations, pour réfléchir avec les employés sur quoi faire dans telle situation ou pour la nouvelle campagne de marketing ou peu importe pour les états financiers dans telle situation. Et là, ben, on peut réfléchir ensemble, puis on peut donner sens à l'agir et là, créer tous les bénéfices qu'on a discutés. Tout à fait. Puis, Emmanuel, je rajouterais, les finances aussi sont transversales. C'est-à-dire que lorsque je veux faire une campagne, il ne faut pas que ça me coûte trop cher. Lorsque je fais une stratégie de RH, il ne faut pas que ça me coûte trop cher. Lorsque je fais une campagne marketing, il faut que dans ma campagne marketing, ça ne vienne pas nuire à la prédisposition positive. Lorsque je gère mes ressources humaines, il ne faut pas que ça vienne nuire à la prédisposition positive. Lorsque je prends des décisions comptables, est-ce que ça a un impact sur la prédisposition positive? Tout est transversal en quelque sorte. Mais il faut arrêter de traiter l'éthique comme un martien qui est à côté. C'est une fonction de l'organisation qui est essentielle à son succès. Je n'avais plus de sous-questions, messieurs. Non, on a fait le tour des questions qu'il y a sur le chat, messieurs. On respecte le temps. Exactement. J'ai pas. Bon, Merci ces considérations-là, c'est bon. Non, parce qu'on a placé l'éthique au cœur. Ah ben, tout à fait. On a appliqué exactement le précepte que tu Excellent. as indiqué. Excellent. Alors, messieurs, je vous en prie. bon, ben,
Merci pour votre présence. Merci à professeur Emmanuel Marceau, professeur Michel Séguin et maître Céline Plante d'avoir participé à cet échange sur la gouvernance éthique des entreprises qui s'inscrit par ailleurs dans la semaine Paul Gauthier en droit des affaires qui se termine demain, si je ne m'abuse. Oui, merci Félix. Oui, qui se termine demain. On a une dernière activité, une conférence midi virtuelle sur l'information non financière. Avec plusieurs experts également, sous forme également vivante de tables rondes et d'échanges demain midi. Alors, merci beaucoup à nos conférenciers, merci à nos animateurs, merci beaucoup Jade, à l'Institut d'éthique également impliqué d'avoir organisé tout ça en partenariat, et puis surtout merci à nos participants et participantes d'avoir été présents quand même en nombre et d'avoir animé la discussion, comme quoi ça suscite des réactions et des réflexions, puis je crois que c'est déjà un très très bel objectif. Alors, merci à toutes et tous, et puis écoutez, à la prochaine activité de l'Institut, et je vous souhaite une très belle fin de journée, légèrement enneigée, mais pas trop en cette période. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir, professeur. Merci, au revoir. Au revoir, Au revoir Emmanuel, à bientôt. Bye bye. Nous avons beaucoup de remerciements pour les échanges sur le site en ligne. Alors, merci beaucoup. Merci également d'être venu. Oui, merci. Merci, on est toujours content de le faire.